Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, de recevoir, Amédy Cécile, experte, formatrice et coach en tech. Je laisserai Amédy se présenter un peu plus tard et elle nous parlera, de son parcours professionnel. Donc ceci est notre deuxième LinkedIn Live et notre discussion du jour portera sur la reconversion professionnelle dans la tech. Alors, je vais me présenter. Alors, je suis Hélène Mendy, ambassadrice régionale de la branche France de GTA Black Women in Tech France. Alors, pour vous donner un petit peu les missions de notre organisation, nous avons à cœur de mettre en avant les femmes noires travaillant dans la tech. Notre mission est d'inspirer, de soutenir et de connecter le monde de la technologie pour permettre à plus de femmes noires et de jeunes filles de s'épanouir et aux entreprises de la technologie de performer mieux grâce à la diversité et à l'inclusion. Nous organisons des événements en personne à peu près tous les 3 mois et aussi des événements virtuels comme ce webinaire tous les mois. Et ça permet à nos membres de réseauter et de partager des connaissances ensemble. Alors, notre réseau est ouvert à toute personne qui veulent accéder à la connaissance et bien sûr nous soutenir. Alors, pour ce live, pour notre audience, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On se laissera 15 à 20 minutes à la fin de notre discussion, de notre échange, pour y répondre. Alors, merci Amédy d'avoir accepté notre invitation. Et donc, on va commencer. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. On s'est pas parlé, on s'est Je parlé assez rapidement, donc Ouais, j'espère tout à fait. que tu vas très bien. Je vais très bien, Alors, merci. J'espère que toi ce aussi. qu'on ça va? Ouais. OK. On va commencer par, poser les bases de notre discussion et démystifier certains termes. On a tendance à utiliser certains mots sans vraiment en connaître la définition, d'interchanger certains termes également. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est donner quelques définitions, tech, technologie, numérique, digital, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc Amédy, je te laisse prendre, la main et heu et nous expliquer un petit peu, oui, ce réseau est aussi ouvert aux hommes, hein. OK, oui, je commence à parler alors que mon micro était mute, ça n'allait pas fonctionner comme ça. Mais, merci beaucoup, donc Hélène, donc merci, oui, je vais bien, j'espère que toi aussi. Je suis ravie d'être, présente avec vous aujourd'hui pour parler de la tech, du digital et je remercie, Black Women in Tech de permettre de contribuer à leur, projet et mission en parlant de la tech et de la reconversion vers ce secteur. Alors, en effet, quand on a préparé cette présentation avec, Hélène, on se disait que ce serait vraiment bien de commencer avec, le fait qu'on échange sur les termes, que vous voyez probablement beaucoup passer, que peut-être, vous interrogez sur ces termes-là et peut-être que vous vous dites que vous savez pas exactement ce que ça veut dire. Alors avant de rentrer un peu plus dans le détail, sur ce qui se cache derrière ces termes, je tenais à vous dire que donc moi ça fait plus de 15 ans que j'évolue dans le secteur de la tech. Je suis développeuse de métier, j'ai travaillé dans une dizaine de boîtes différentes, mais j'aurai l'occasion de développer tout cela. Tout ça pour vous dire que, quand on travaille dans le milieu de la tech, et qu'on y est depuis le début, on se pose pas trop, ces questions-là, ces questions de, quelle est la différence entre digital ou numérique. En fait, on évolue dedans, on est un peu immergé, c'est un peu, l'eau dans lequel on est. Donc ce qui fait que, on va les utiliser, on va les interchanger, à droite, à gauche. Tout ça pour vous dire que, voilà, ne vous dites pas que c'est un frein pour, avancer dans ce secteur. Le plus important, c'est, d'identifier un métier, vous intéresser à un sujet, creuser, vous auto-former, voilà, consommer des articles, des blogs, des vidéos YouTube sur les thématiques, c'est ça le plus important. Mais c'est vrai que, voilà, c'est important d'avoir une vision claire de ces différents termes. Alors, très rapidement, la tech,
voilà, c'est déjà le diminutif de technologie, on voit le mot un peu plus bas. Ce sont, tous les outils, ce sont les outils, ça peut être des outils technologiques, ça peut être, une discipline, ça peut être, voilà, c'est une discipline, informatique aussi. Et donc en fait, on va dire, tout ce qui est tech, bah, le développement, c'est de la tech, les des développeurs, on appelle ça des techs aussi, ça on peut l'associer à un métier. Donc c'est vraiment tout ce qui est technologique. Je vais parler du digital et du numérique. On va le mettre ensemble parce qu'en fait, le numérique, c'est l'environnement numérique, c'est, le monde numérique, c'est là où on va associer, tous les autres termes. Dedans, on va parler des outils, on va parler des entreprises numériques. Et surtout que le digital, c'est la même chose, sauf que le digital, c'est en anglais. Donc en fait, en France, on va avoir tendance à utiliser des mots en anglais pour parler, de choses en français, surtout dans le monde de la tech. Donc il faut s'habituer à faire le switch entre les 2. Donc très simplement, ce que je dis très souvent, c'est que c'est quoi la différence entre digital et numérique? C'est la même chose. Il y en a un qui est en anglais, l'autre qui est en français. Mais c'est vrai que le digital, on va l'associer plus souvent aux outils. Voilà, précisément aux outils digitaux. Par exemple, Canva, c'est l'outil avec lequel j'ai créé cette présentation. C'est un outil digital, mais on peut parler du monde digital, qui est le monde où il y a plein d'outils tech, numériques. On peut les interchanger, voilà. Donc c'est pour ça que même dans la définition, je pourrais, vous lire les définitions, je ne suis pas sûre que ça va vous intéresser, mais voilà, on pourrait, préparer, rajouter dans la slide, les définitions exactes. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça on va les échanger. Donc technologie, j'en avais parlé, c'est avec tech, et informatique, c'est la discipline, qu'on va apprendre, à l'université, on va se former dessus. Dans l'informatique, il y a plein de sous-catégories dedans, et j'ai rajouté aussi, Hélène, IA, intelligence artificielle, parce que je pense que c'est aussi, heu, quelque chose qu'on voit beaucoup parler, ou on appelle ou on a c'est ça peut être AI, donc ça va être, artificial intelligence, donc la version anglaise, on va inverser les 2 lettres, et en fait, c'est, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning. Ce sont les concepts, concrets du monde de l'intelligence artificielle. Eh bien, ce sont toutes ces choses-là qu'on entend parler. Quand on parle de ChatGPT, on parle de l'intelligence artificielle, voilà. Ce sont les termes qui reviennent, je pense, le plus. Le message global, c'est que, un coup, on va utiliser l'un pour un autre, on va utiliser pour les outils, on va utiliser digital. Un tech, ça peut être un professionnel, mais ça peut être, l'écosystème. Tout ça, on parle du monde du digital et du numérique. C'est voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Merci à Mehdi pour ces précisions, parce que je sais que quand on est, dedans, on berce dedans, pour nous, des fois, ça nous paraît évident, mais pour les personnes qui sont un peu à l'extérieur, c'est pas facile pour eux d'en connaître les définitions, et voilà. Donc, alors, ensuite, ce dont j'aimerais parler, c'est vraiment, des secteurs et les métiers de la tech qui sont vraiment, qui sont tellement diverses et vastes que vraiment c'est difficile d'avoir, une idée bien précise. Donc, moi, j'ai été vraiment, quand on a préparé ce live, j'étais, vraiment impressionnée par le travail colossal, que tu as fait pour cartographier, tous ces métiers. Donc, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus, et voilà. Donc, je te laisse, je te laisse la suite. OK. Merci beaucoup, Hélène. Donc en effet, voilà, le secteur de la tech, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est un secteur extrêmement riche. C'est vraiment, c'est plus de 800 appellations métiers. Je pense que je l'ai préparé aussi dans mes slides un peu plus tard, pour dire que, c'est tellement riche qu'il y en a vraiment pour tous les types de personnalités, pour toutes les appétences, pour tous les talents. Et même si on ne se considère pas comme, une personne geek, même si on n'est pas, des pros de l'informatique comme on peut, des fois entendre, même si, depuis, nos 3 ans, on n'a pas un ordinateur, dans les mains. Moi, je fais partie de ces personnes-là qui n'avaient pas du tout, accès à un ordinateur, ou, très, très peu, et je peux vous dire qu'on me considérait vraiment pas du tout comme une geek, hein. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas dans ce secteur, il y a vraiment une très grande richesse de métiers. Donc en général, alors là, je vois pas de chat, je crois pas que moi j'ai accès au chat, mais j'aime bien poser la question: «Quels sont les métiers du digital?» pour essayer de voir un peu, dans le chat, Moi, je vois le chat et puis, OK, il y a aussi, mes collègues qui sont aussi sur le chat. Donc, OK, si tu hop, as des alors là questions à poser, OK, les gens vont répondre dans le on chat. peut
super, OK. Alors, ma question, c'est, pour ceux qui nous écoutent et qui sont présents, quels sont les métiers du digital? Donc je veux bien que, Hélène, tu me dises, peut-être ce qui pop dans le chat, hein. Ouais, alors écoute, pour l'instant, pas grand-chose, j'attends. Parce que c'est aussi une addi c'est l'information parce que, ça me permet Ouais. de savoir, est-ce qu'on a on les connaît, peut-être qu'on les côtoie pas, peut-être qu'on n'a pas encore découvert ces métiers-là? Ah, bah, voilà, il y en a plein qui pop up comme on dit en anglais, testeur de logiciels, développeur, data analyst. Donc ça, ce sont les 3 premiers, développeur web, U UX, UI, chef de projet IT, développeur, consultant, machine learning engineer, testeur QA, data scientist, data analyst, business analyst, chef de projet IT, MOA, MOE, pardon, SIRH, customer success, marketing. Donc marketing, mais après, je pense que là, on Ouais, va peut-être un peu préciser parce que marketing, c'est un métier, mais pour l'appliquer au digital, c'est autre chose. Bon, faudra peut-être revoir le ouais. terme. SOC, analyste. Voilà. Donc je pense qu'on a un petit peu Oui, tout euh, à fait. Alors, une belle, ouais, un beau on a une belle panel, diversité. Ouais, je vous exactement. avoue je vous avoue qu'en général, j'ai pas autant de richesse, donc ça veut dire que Ah, j'ai une audience, assez au courant ouais, de administrateur réseau, product ouais, owner, donc voilà. Et bon, tout à fait. je te laisse, continuer. Prendre la main parce que sinon je crois que je vais les laisser, prendre la main parce qu'ils m'ont l'air, quand même pas mal, Ouais, informés, donc c'est super, ça fait très, très plaisir. Donc on a fait ce qui est intéressant dans vos réponses, donc déjà, il y a plusieurs fois le métier de développeur qui est ressorti. Donc c'est vraiment le métier alors je vais afficher dans le bon sens. Voilà, c'est le métier qui excusez-moi, tac, j'avance trop vite, voilà. C'est les métiers le métier de développeur, en effet, c'est le métier qui ressort le plus souvent, qui est le plus connu. Ce que j'ai bien aimé dans les réponses, c'est que j'entendais, développeur, web, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai vu, développeur web. Les métiers de la data, j'ai eu beaucoup de réponses, j'ai entendu beaucoup de réponses, data scientist, data analyst, machine learning engineer, donc ça, c'est tous les métiers de la data et on associe les métiers de la data avec les métiers de l'IA, d'accord? Donc ça, c'est super intéressant. On a parlé de marketing, donc marketing digital, en effet, je pense que la personne, faisait référence au marketing digital et dans la partie marketing digital, donc c'est les métiers autour de l'acquisition clientèle tels que aussi les métiers de community manager et étonnamment, il y a j'ai pas entendu, cybersécurité. Mais voilà, ça fait voilà, c'est tous ces métiers-là qui sont dans le secteur du digital. J'ai entendu aussi, MOA, MOE, chef de projet. En effet, c'est une véritable richesse. Voilà. Le secteur du digital, c'est un secteur très riche et en fait, face à ces 800 appellations de métiers, je précise d'ailleurs quand on parle d'appellation de métier, dans le métier de développeur, j'aime bien dire que le métier de développeur, c'est un mot valise. C'est comme finalement quand on parle de marketing digital, c'est voilà, dans le marketing digital, il y a plein de métiers dedans et le métier de développeur, il y a plein de catégories de métiers différents et quand on dit de plus si 800 appellations de métiers, on va dire que développeur web, développeur front, développeur full stack, développeur mobile, développeur, cybersécurité, développeur IA, tout ça, ce sont des appellations différentes du métier de développeur, sauf que tous ces appellations différentes, c'est bel et bien des métiers différents. Un développeur front et un développeur back, c'est pas les mêmes appétences, c'est pas les mêmes talents et donc c'est pour ça que c'est des métiers différents. Donc quand on voit plus de 800 appellations de métiers, on se rend compte qu'il y a une vraie richesse. À l'intérieur même des catégories qu'on va avoir, on peut être quelqu'un qui aime beaucoup la technique, mais qui est plus créatif. Quelqu'un qui aime beaucoup la technique, mais qui aime bien être vraiment avoir la main dans le moteur. Là, on va être plus développeur back. Donc c'est vraiment à chaque fois qu'on va aller s'interroger sur les métiers du digital et à chaque fois qu'on va se dire: «OK, j'ai envie d'aller dans ce secteur», on va se dire: «OK, on va essayer de connecter nos points forts, nos talents», parce que c'est un secteur qui est passionnant et vaut mieux, trouver un métier dans lequel, on s'éclate. Comme ça, on a une assurance qu'on va durer longtemps et qu'on va savoir aussi, heu, continuer à apprendre continuellement. Voilà, 800 appellations de métiers que j'ai réparties dans 6 sous-domaines pour pouvoir rassembler l'ensemble des métiers du numérique. Ouais, Donc et autre chose, en fait, pour l'instant, il y a 800 appellations, mais plus on avance et j'en suis sûre, il y aura d'autres métiers aussi avec l'IA, qui vont, s'ouvrir. Donc pour l'instant, c'est rien n'est figé, en fait, hein. On tout à fait. avance, voilà.
au fur et à mesure, bien sûr, tu remettras à jour ta cartographie, tu rajouteras d'autres métiers, voilà. Donc c'est important de savoir que c'est un secteur qui est tout le temps en évolution et il y a des nouveaux métiers et voilà, ça fera partie aussi de ta cartographie. Tout à fait. C'est exactement ça, Hélène. C 800 appellations, c'est, un ordre d'idées pour se dire que souvent dans le métier du digital, on va penser à 3, 4, peut-être une dizaine de métiers pour ceux qui s'y intéressent et qui connaissent du monde autour de soi. Mais en vérité, c'est beaucoup plus quand on voit 800 appellations de métiers. Moi, la première fois que j'ai vu ce nombre, parce que même quand j'étais dans la tech, j'étais entouré de, voilà, des quinzaines, trentaines de tech, de différents métiers, mais je me rendais pas compte de cette richesse présente. Et comme dit Hélène, en effet, c'est carrément un nombre qui évolue dans le temps. Il y en a qui disparaissent et qui sont en voie de disparition et il y en a beaucoup aussi qui apparaissent et qui sont en voie d'apparition. Parce qu'en fait, voilà, tout ça, c'est mouvant et en effet, la révolution de l'IA qu'on vit actuellement crée des nouveaux métiers, crée des nouvelles casquettes aussi. Par exemple, prompt engineer, ça va être, ce consultant qui, a l'expertise d'utiliser des IA génératives pour pouvoir créer des sites internet, construire, une API, optimiser le travail, dans les équipes tech hein, qui sont présentes et qui pourraient optimiser leur travail pour gagner du temps en utilisant ce type d'outils. Mais savoir prompter, écrire les bons mots pour pouvoir utiliser l'IA, c'est un métier qui est en train d'émerger. Voilà, donc en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, Hélène et en effet, cette cartographie, elle évolue avec le temps, constamment. Donc pour faire simple, parce que moi j'aime bien avoir une vision, simple, une overview vraiment, globale, on peut catégoriser l'ensemble des métiers dans une de ces 6 catégories différentes, qui sont plus ou moins, grosses. Donc, le domaine de l'informatique, donc c'est, un petit peu, le domaine, très général. Dedans, on va mettre les métiers, de développeur. Tout à l'heure, j'ai entendu, administrateur système et réseau. On va le mettre dans les métiers de l'informatique. Il y a les métiers de la cybersécurité. Donc dans les métiers de la cybersécurité, on va avoir des métiers comme, pen tester, consultant en cybersécurité. On pourrait même être le développeur cybersécurité dedans. Auditeur, voilà, il y a pas mal de métiers, dans ce domaine-là. Chaque métier est vraiment très, très, très riche. Les métiers de la data et de l'IA. Donc on associe ensemble la data et l'IA. Pourquoi? Parce que pour faire de l'intelligence artificielle, on a besoin d'énormément de data. Le terme big data, ça aurait pu être un des termes que j'aurais pu rajouter en introduction tout à l'heure. C'est un mot qui a été, beaucoup à la mode, qui est toujours très présent. Voilà, ces métiers-là, il y a beaucoup de métiers dans ce domaine-là qui sont beaucoup en émergence parce qu'on est traversé par cette révolution de l'IA, parce qu'il y a eu des avancées très, très fortes récemment, notamment avec, l'émergence et l'arrivée, on va dire, pour simplifier, des IA génératives, même si ça existait depuis un certain temps. Mais, voilà, il y a le domaine de la data, de l'IA avec, data scientist, machine learning engineer, dans les réponses qu'on a pu avoir dans le chat tout à l'heure. Il y a le domaine aussi, le sous-domaine des métiers donc créatifs. Dedans, c'est visuel, expérience utilisateur. Tout à l'heure, on a entendu, UX designer. Donc, UX designer, c'est, user experience. Pour le U, c'est user et le X, c'est le X de expérience. Donc l'user experience, c'est cette capacité à construire des sites, harmonieux où l'expérience, c'est-à-dire que quand on passe de la page 1, puis de la page 2, puis de la page 3, et ben, il y a un cheminement qui est totalement logique. On a tous eu, déjà, une expérience sur un site internet où on s'est dit: «Il me paraît un peu mal construit, je trouve difficilement cette fonctionnalité qui est importante». Et bien ça, c'est un problème d'UX et bien ça, c'est une compétence. En ce moment, je donne, un atelier sur, l'intelligence artificielle, dans une école, supérieure et en fait, c'est une promo, d'UX designer donc en ce moment, j'ai, cinquantaine d'élèves d'UX. C'est vraiment, des, nouvelles compétences, même si elles sont là depuis longtemps, mais qu'on recherche de plus en plus. Et donc dans ces métiers visuels, expérience utilisateur, créatif, il y a aussi les métiers de graphiste, ceux qui vont créer aussi, qui vont faire du montage vidéo. Ça fait partie, des métiers de l'informatique, notamment dans le domaine du marketing, on a beaucoup besoin de ces personnes-là. Mais il y a aussi, les personnes qui vont travailler dans les jeux vidéo, qui vont concevoir des animations, ce genre de choses.
Il y a les métiers donc de la conduite du projet et de l'encadrement. Donc ça, c'est tout ce qui est chef de projet digital, chef de projet marketing. Des chefs de projet, on en a dans toutes les disciplines parce que ça va être les personnes qui font le lien entre les tech et les non tech. C'est ceux qui vont, construire les roadmaps, qui vont s'assurer qu'on va dans la bonne direction, et dans ces métiers-là, il y a aussi les métiers, j'ai entendu tout à l'heure, AMOA, que je vais mettre dedans, business analyst aussi que je veux mettre, dans cette catégorie-là et pour finir, la sixième catégorie, communication, acquisition clientèle, digitale. Donc c'est le meilleur terme que j'ai trouvé pour pouvoir, mettre dedans à la fois les community managers, à la fois tous ceux qui vont faire du marketing digital et aussi, moi j'aime bien appeler les commerciales, dans le monde du digital, qui sont les digital business développeurs. Parce que, et ce que j'aime bien dire aussi, c'est que dans le digital, voilà, je le disais un peu plus tôt, il y a tellement une richesse que, même ceux qui ont ce talent pour le contact client, et bien, il y a aussi des métiers pour vous. Et en fait, internet, c'est un boulevard, à clients et en fait, il faut avoir l'art de savoir leur parler. Et bien, ces compétences-là, et bien, il y a bien des métiers qui sont là pour vous et il y a même encore plein d'autres métiers avec des appétences différentes pour ceux qui aiment bien tout ce qui est relations clientèle, ce genre de choses. On a entendu, je crois, Customer Success tout à l'heure. Dans le monde des startups, du digital, on y en a aussi et qu'on en recherche de plus en plus. Ça, c'est pour les 6 catégories du secteur du digital. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que à la fois j'ai mis, les 6 catégories. J'aime bien aussi dire que ce secteur, on peut le choisir par rapport à la catégorie parce que bien, on se dit, on va aller dans l'IA parce qu'on voit que c'est en croissance. On sait que les métiers de la cybersécurité, c'est les métiers, qui sont le plus en croissance. De manière générale, dans le monde du digital, on recherche beaucoup de monde, il y a pas assez de personnes. Le seul point, c'est qu'il faut être correctement formé et prouver ses compétences. Ça, c'est vraiment la chose qui est hyper importante, peu importe le parcours, que vous soyez jeune étudiant, en cours de reconversion, autodidacte, il y a aussi des personnes qui le sont. Le plus important, c'est savoir prouver vos compétences et voilà, des fois dans des parcours, notamment de reconversion, on va avoir du mal à se mettre en valeur ou à savoir quoi mettre en valeur pour que l'employeur puisse, identifier et identifier que vous avez les bonnes compétences. Et tout ça pour dire qu'il y a donc les sous-catégories, mais surtout, vous pouvez aussi chercher le bon métier par rapport à votre personnalité. Donc, il y a ceux qui adorent les clients, j'en ai parlé un peu plus tôt tout à l'heure, ceux qui adorent tout ce qui est organisation, donc évidemment, ça va être tout ce que chef de projet, encadrement. Tous ceux qui adorent communiquer, donc on va aller dans les métiers, d'acquisition clientèle notamment, mais pour aller aussi dans les métiers, créatifs, parce que, communication, il faut avoir l'art de savoir communiquer. Ceux qui adorent construire, je vais mettre plutôt les métiers de l'informatique, mais aussi de la data, ou bien de ceux de créatifs encore une fois. Il y a ceux qui adorent les données, donc les données, on va tout de suite penser à la data et à l'intelligence artificielle. Il y a ceux qui adorent tout ce qui est sécurité ou hacking. Moi, je dis souvent qu'on n'est pas obligé de choisir, parce que quand on est professionnel de ce secteur, c'est très important de s'intéresser au domaine du hacking pour être Ouais, des excellents en cybersécurité et exact. évidemment tu voulais dire? Ouais, le growth hacking, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de growth hacking et justement, ça va avec la sécurité, en fait. C'est 2 choses qui vont ensemble. Ouais, C'est vrai que dans le growth hacking, on va, c'est l'esprit du hacker en effet qu'on va aller chercher dans ce métier-là. exactement, C'est l'esprit de on va contourner les règles, on va être parfois à la limite, mais il faut pas être dans l'illégalité, c'est important. Voilà, exactement, c'est ça la différence, ouais. mais appliqué au domaine du marketing et c'est un nom de métier qui est un petit peu entre les 2, mais c'est vraiment un métier du digital parce qu'en fait, Ouais, souvent, c'est des gens qui sont passionnés de la culture, tech, passionnés du monde du digital, qui connaissent bien les tenants et les aboutissants, mais qui sont pas des techs. C'est pas des personnes qui vont, aller dans la cybersécurité, qui ça va pas être des personnes qui vont être dans le en tout cas en tant que métier, être développeurs, mais ils peuvent toucher un petit peu et ils ont l'art justement de trouver des contournements pour pouvoir, capter l'attention des gens sur internet, exact. d'une manière totalement détournée, tel Ouais, un hacker. ouais, exactement. Bah, ouais, c'est ça. C'est exactement ça, tu l'as parfaitement défini, en fait. Heu, je te laisse continuer Très bien, sur le reste, sur les appétences. très bien. Donc ça, c'est les appétences, et j'aime bien, voilà, présenter les métiers, pas en faisant une liste, hyper longue, de tous les métiers. C'est intéressant, mais je préfère faire des listes de métiers, personnalisées.
par rapport à l'appétence d'une personne pour pouvoir trouver, identifier le bon métier. Et quand je suis sur une présentation générale, j'aime bien, prendre l'angle des «personnalités» entre guillemets. Donc pour les constructeurs pour les ceux qui, voilà, qui adorent construire, j'ai, heu, voilà, j'associe un très grand nombre de métiers, mais en tout cas, c'est possible que des métiers, de développeurs, d'intégrateurs, de développeurs de code, ça soit des métiers qui vous intéressent. À chaque fois, je vous ai mis, une image qui puisse illustrer, l'ambiance, de ces métiers-là. Ça, c'est une image qui représente, quelqu'un qui est en train de développer. Ça peut être un développeur, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans le monde de l'intelligence artificielle parce que enfin, de la data, parce que là, on voit, un petit graphique, les data scientists, data analyst, peut-être qu'il y en a dans l'audience, je ne sais pas, pourraient faire ou, travailler avec ce genre d'interface. Tous ceux qui adorent, la data, on va avoir les métiers de data analyst, marketing data analyst aussi. Donc, les métiers de la data, ils sont en train de, grignoter tous les domaines parce que c'est un élément enfin, une compétence, qui est centrale. Récemment, je travaillais avec des sales, analystes. Donc c'est des personnes qui vont être, qui comprennent bien les parcours de commerciaux et les compétences de commerciaux, mais ils vont analyser la data, de tout ce qui est tarification pour pouvoir proposer des bonnes tarifications selon les périodes. Pour des fois faire des promotions, des fois, augmenter les prix parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent ce produit et donc on est en capacité d'augmenter les prix et ils travaillent dans le e-commerce. Ça, c'est des métiers qui sont en émergence. D'ailleurs, l'entreprise qui recherchait des personnes, c'était, heu, comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire pour l'entreprise, dommage. Et en fait, ils ont tellement de mal à trouver des gens qu'en fait, ils sont en train de créer des nouvelles formations pour attirer des gens, les former et les intégrer à leur entreprise. Donc ça, c'est les métiers de la data, traffic manager aussi. Donc là, j'ai mis une petite image, où on est dans la data. Donc, tout à l'heure, je parlais de data analyst, on a des graphiques, on va construire des graphiques, on va tout prendre la data, les analyser, les faire parler. Il y a tous ceux qui adorent, tout ce qui est sécurité et hacking, d'accord, pen tester, j'aime bien parler de ce métier. En plus personne, l'a mentionné donc je vais, en parler très rapidement. Ça va être, un professionnel qui va être, engagé avec un contrat pour pouvoir hacker une entreprise. En fait, le but, c'est de tester la sécurité de l'entreprise. Il va avoir un contrat bien défini, d'ailleurs ça c'est très, très, très cadré. Il va avoir le droit de, heu faire un certain nombre d'attaques, qu'ils ont définies avec le client. Le pen tester qu'on appelle aussi hacker éthique, c'est-à-dire, un white hat, donc c'est-à-dire c'est un hacker professionnel, mais qui va travailler pour pouvoir, identifier les failles de sécurité, va faire sa phase de hacking et présenter un dossier qui va dire pour dire à l'entreprise: «J'ai récupéré toutes ces données, je suis rentré dans ton réseau, j'ai réussi à obtenir, tous les mots de passe de tes clients, de tes utilisateurs. Voici des recommandations pour les corriger». Donc ça, c'est le métier de pen tester. Développeur cybersécurité, auditeur sécurité qui va analyser une entreprise entière, le comportement des gens aussi, parce que très souvent on dit que, la faille la plus forte, c'est l'humain dans les entreprises. Eh bien, ces auditeurs cybersécurité vont faire aussi des recommandations sur, ce genre de choses. Donc là, j'ai mis un petit écran, qui a un terminal, VI d'ailleurs, c'est un outil, un peu spécial qu'on va utiliser souvent, dans le monde de la tech et notamment, en tant que quand on travaille dans la cybersécurité, mais quand on est développeur également, dans lequel on va créer des petits scripts, pourquoi pas, pour pouvoir, exploiter une faille, ça peut être ce genre de choses que vous pourriez faire. Pour tous ceux qui adorent, qui ont cette âme, créatif, donc il y a les métiers de graphiste, de construire des images, des visuels, UX, UI designer, donc on en a parlé un peu plus tôt tout à l'heure avec, l'expérience sur internet, construire correctement des sites. C'est vraiment une compétence, très, très importante et qui sera de plus en plus, identifiée et recherchée, mais aujourd'hui encore trop méconnue. Et motion designer, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, ça va être ceux qui vont créer des animations ou créer carrément des vidéos, pourquoi pas en 3D. Donc là, j'ai mis une petite image, d'un carnet avec un stylo. Donc on est toujours chez les créatifs, on est toujours dans le monde du digital et en fait, c'est une personne qui a créé une sorte de wireframe, une petite maquette à main levée pour pouvoir, positionner les différentes parties de son site internet, qui va être fait après avec le graphiste ou peut-être que cette personne, c'est un UI UX designer et il va créer, concevoir, la version digitale de son site. Mais à la base, ils ont posé la structure et il va échanger avec son équipe ou avec son responsable pour être sûr que tout va bien. Il y a tous ceux qui adorent, la communication et les clients. Donc encore une fois, pour vous aussi, le digital
a des opportunités qui peuvent être très intéressantes. Community manager finalement, c'est un métier qu'on connaît aussi aujourd'hui quand même bien. Consultant marketing, alors consultant marketing digital, on est dans le digital. Moi je Pour moi le marketing, c'est du marketing digital. Donc je mets même plus le digital dedans et tout ce qui est créateur de contenu, donc créateur de contenu, ça peut être, en fait finalement, créer un blog, créer un podcast, créer du contenu sur les réseaux sociaux, pourquoi pas sur LinkedIn. Ça peut être voilà, toutes ces personnes-là, eh bien c'est des compétences qu'on aura besoin pour les entreprises, pour son propre entreprise, si on veut devenir entrepreneur. Si on est indépendant ou freelance, on aura aussi besoin probablement d'attirer des clients et ces compétences-là et ces métiers-là sont très importants. Là, j'ai mis, une petite image, qui illustre, la partie, échange, comme si on était sur internet. Il y a un peu, l'image, comme si on était, sur des réseaux sociaux. Tous ceux qui adorent organiser, donc pour vous évidemment, c'est les métiers de chef de projet digital, product owner, scrum master. Product owner et scrum master, ce sont des métiers qui appartiennent à une, méthodologie de gestion de projet. Une méthodologie de gestion de projet agile, pour ceux qui ont ce talent de leadership, d'organisation, de planification, et que vous vous projetez dans le secteur du digital. Intéressez-vous aux méthodes agiles, d'accord? Donc le Scrum Master, ça va être le rôle qui va être proche des équipes. Alors, si, dans l'assemblée, il y a des Scrum Masters, ils vont me détester si je dis que ce sont le chef des techs, parce qu'un Scrum Master n'est pas un chef. C'est, quelqu'un qui est, entre guillemets, «au service de l'équipe» pour pouvoir faciliter leur, travail au quotidien. C'est-à-dire qu'il va mettre en place, des tableaux de suivi, il va, il va organiser un certain nombre de réunions pour, faciliter le travail, la communication entre les différentes parties, qui travaillent avec l'équipe, mais aussi au sein de l'équipe. Il va régler, les problèmes au quotidien. C'est vraiment une personne très importante dans la gestion de projet agile pour pouvoir, faire avancer, les projets. Il y a le product owner, en général, il travaille en binôme avec le scrum master. Lui, ce profil ou elle, parce qu'à chaque fois, ça peut être évidemment des femmes, on est tout à fait d'accord. Donc le ou la product owner, ça va être une personne qui va être celle qui va porter, on va dire, la vision, du produit, du site internet. C'est cette personne-là qui va identifier, quelle sera la priorité, des fonctionnalités par laquelle on va commencer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le product owner va travailler avec des équipes métiers, pourquoi pas une équipe AMOA, vu qu'on a des connaisseurs dans l'assemblée. Donc l'équipe AMOA, c'est que les personnes qui vont pas être les techs, mais qui vont réfléchir, qui vont être en contact avec, les chiffres et les objectifs de la société et aussi, la nature de la société. Il faut des personnes qui pensent à tout ça et qui essaient de construire, concevoir, des espaces, des expériences, des objectifs. Des personnes qui vont traduire cela en maquettes, en spécifications, détaillées ou en user story si on est dans le monde agile et donc le product owner contribue à ce travail-là et ensuite le product owner va travailler avec l'équipe tech et notamment avec le scrum master pour que ça se transforme en outil digital qui va être construit semaine après semaine. Donc ça, c'est la gestion de projet agile et il y a aussi, la gestion de projet, on va dire traditionnelle qui va être le cycle en V, qui est la gestion de projet, on va dire, historique, qui a émergé depuis, très, très longtemps, qui est encore présente, mais qui est au fur et à mesure, réduite par rapport à la gestion de projet agile qui est, la gestion de projet, beaucoup plus innovante aujourd'hui, en tout cas dans les équipes, logicielles. Donc là, j'ai illustré avec, une image où on a des post-it. Les post-it, c'est vraiment, l'outil principal, en tout cas avant le covid, des, équipes agiles et notamment des scrum masters parce on aime beaucoup le management visuel, c'est-à-dire qu'on va avoir des tableaux pour suivre le travail en cours, celui qui va arriver et celui qui est à faire, demain ou ce qui a été fait depuis quelque temps. J'ai parcouru les différentes thématiques, de métiers par appétence. J'aime bien rappeler que c'est des centaines de métiers, donc des centaines des 800 appellations et des centaines de métiers. J'ai pas tout abordé, mais ce qui est bien, c'est que dans le chat, on a parlé de consultant QA. Donc QA, c'est pour la partie test, testeur Mmh. logiciel. SEO, donc ça, c'est pour tout ce qui est référencement. Growth hacker, Hélène Merci, on en a parlé tout à l'heure. Copywriter, c'est pour tous ceux qui adorent et qui ont ce talent pour l'écriture. C'est, Ouais. une compétence qui a émergé depuis quelque temps. En tout cas, le terme en tant que tel, copywriter, a émergé, même si c'est des métiers qui existaient depuis longtemps, on les appelait Ça plutôt existait et on les depuis appelle bien encore longtemps. exactement, Exactement. Je pense que là, de plus en concepteur. plus
Voilà, on en a, mais exactement. ça existe depuis bien Très, très longtemps. longtemps. En Ouais. fait, le métier, on va dire, juste avant, c'est, concepteur-rédacteur qui est toujours présent, Voilà. mais qui est, on va le dire, peu ou prou, le même. On va dire qu'il y a voilà, avec, notamment, bah, des LinkedIn, les réseaux sociaux, on va Mmh. utiliser ces talents-là dans d'autres domaines du digital et c'est pour ça que, voilà, il y a ces évolutions de métiers. On parlait de l'émergence de nouveaux métiers, mais il y a aussi des métiers qui se transforment et qui se renomment aussi. Ça, c'est vraiment un point, qui est très intéressant et que justement, que moi j'intègre justement pour aider les personnes à y voir plus clair et à trouver les bons appellations de métier. Parce que même pour un métier qu'on a, on peut, prétendre à des postes où il y a 5, 6 appellations différentes et pourtant le cœur du métier, c'est le même. Data scientist, on en a parlé rapidement, administrateur système et réseau, digital business developer, je disais tout à l'heure, c'était les commerciaux dans le monde du digital. Et game designer, ça c'est pour tous ceux qui adorent les jeux vidéo et support test qualité, on est toujours sur la partie, toujours sur la partie, testeur, logiciel qui travaille auprès des équipes techniques. Ouais. Merci beaucoup. C'était vraiment, très intéressant, d'avoir, 360° parce que c'est très rare, de pouvoir voir un petit peu, tous les métiers, les catégories et selon aussi notre appétence, selon nos qualités. En fait, je pense que c'est vraiment selon nos qualités, ce qui fait de nous cette personne qui va pou et avec ça, on va pouvoir en fait décider quel métier nous convient, vraiment. Donc moi, je trouve que c'est très important. Oui, il y a le côté j'ai envie de choisir ce métier, mais il faut être sûr que ça va avec notre personnalité. Il y a aussi ça, c'est là où il y a la comment dire ça? Trouver le bon équilibre, comme je dirais. Ouais, ouais, Donc, c'est ça. alors, on va passer, à un autre point. Moi, j'aimerais parler un peu de l'IA, bien sûr et aussi, par rapport au métier, comme je t'ai dit, qui a évolué et cetera. Moi, je sais que tu accompagnes, des gens, qui n'ont aucune formation, tech, IT et cetera, et qui sont en train de réfléchir peut-être à évoluer dans le secteur du numérique et Mmh. tu accompagnes aussi, des gens qui sont déjà dans le métier et qui veulent peut-être, évoluer ou, carrément changer, faire une reconversion dans un autre métier de la tech et donc par rapport à l'IA et c'est très important maintenant de savoir en fait, quels sont les métiers, de demain et donc il faut prendre ça en considération, bien sûr, pour pouvoir choisir, le métier qui nous convient. Donc j'aimerais que tu élabores un petit peu plus par rapport à ça. Mmh. OK, ça marche. Donc en effet, évidemment, on pouvait pas, faire, ce live sans aborder, le sujet de l'IA, et de l'impact de l'IA sur les métiers. Parce qu'on entend parler partout, dans la presse, voilà, tout le monde en parle, tout le monde y pense et donc évidemment il y a beaucoup de peur. La presse nous aide pas à calmer ces peurs parce que c'est vrai que quand on lit un petit peu les titres, il y a quelque temps je préparais je crois une conférence justement, spécifiquement, centrée sur cette thématique-là, et donc je fais, ma recherche, pour avoir des chiffres, et des actualités récentes et en fait j'étais assez, étonnée de voir, 90 des articles qui disaient, «Warning, attention, danger» et c'est pas faux au fond, mais c'est vrai que, moi qui suis, voilà, dans le monde de la tech, depuis 15 ans, souvent, moi, j'ai des personnes qui sont venues me voir en me disant: «Mais, Amédy, je serais intéressée d'aller dans le métier dans les métiers du numérique et en vérité, je me rends bien compte, ce serait le métier de développeur qui me plairait, mais, je me dis que ça sert à rien parce que, l'IA est là et va me remplacer très bientôt». Donc c'est absolument pas du tout une bonne idée, donc je veux plus y aller. Donc moi, ces personnes, qu'est-ce que je leur dis? Alors j'aime bien donner un exemple hyper concret parce que je pourrais vous dire, bah, ma vision qui est basée sur un certain nombre, de stats, de chiffres, de tendances, pour, voilà, avoir un discours, extrêmement général. Mais j'aime bien commencer avec un exemple hyper concret et le métier de développeur et en fait, à ces personnes, ce que je peux leur dire, c'est qu'en fait, finalement, c'est mal connaître le métier de développeur que de se dire que l'intelligence artificielle, en tout cas celle d'aujourd'hui, va pouvoir les remplacer. Aujourd'hui, là, donc moi je suis formatrice, dans des écoles,
d'ingénieurs. J'ai plusieurs amis qui sont formateurs dans des écoles différentes, par exemple dans l'école, Epitech qui fait partie des écoles, d'ingénieurs les plus, on va dire, connues et réputées, en France. Eh bien, dans la pédagogie, eh bien, ils apprennent à leurs étudiants et ils autorisent les étudiants à utiliser des outils d'intelligence artificielle. Et là, vous allez me dire: «Mais c'est quand même étonnant de dire aux développeurs d'utiliser des IA qui vont les remplacer». En fait, finalement, aujourd'hui et c'est ce vers tend, de plus en plus, l'écosystème, en tout cas, ce sur quoi les personnes à l'intérieur, hein, parce qu'il y a les personnes qui sont à l'intérieur et les personnes qui ne sont pas au quotidien avec ces métiers, d'accord? Mais en tout cas, les personnes à l'intérieur, on arrive à avoir un début, en tout cas, de consensus, de se dire que les IA, ce sont des outils. On s'est jamais dit que parce que, les calculatrices sont arrivées et que, on allait moins faire du calcul, mental. D'ailleurs, moi, je suis très, très nulle en calcul, de tête, je suis trop, trop nulle à ça, que, eh bien, on n'allait plus, faire, des mathématiques, où il y aurait plus de personnes qui allaient être dans la comptabilité. On n'allait plus, se pouvoir, faire des transactions entre nous. Jamais on s'est dit que les calculettes allaient nous remplacer. C'est un outil qui a été déterminant, c'est un outil qui a changé, le monde du travail, notre perception et aussi les possibilités de demain. Ce qui fait que, même si ça semble, étonnant, parce qu'on entend déjà intelligence artificielle, quand on creuse le sujet, intelligence, c'est un abus de langage. Vous pourriez peut-être, par exemple, regarder des contenus de Yann Lequin, qui est un chercheur français, qui fait partie de ceux qui ont été, précurseur sur, comment l'intelligence artificielle, enfin, sur la manière dont on utilise la technologie d'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a le cas, donc déjà c'est super cool, il est français, donc on peut être fier, qui fait partie de ces personnes qui ont poussé, ce domaine-là. Eh bien, il dit voilà, les intelligences artificielles ne sont pas intelligentes. Elles ne sont pas intelligentes, du moins au même titre que les humains. Ce sont des Pour vulgariser, ce sont des j'allais dire des personnes. C'est moi qui commence à dire, des choses qui vont faire plus peur qu'autre chose. Ce sont, des outils qui, se reposent sur des concepts mathématiques. Voilà. Si on vulgarise et qu'on descend de plusieurs niveaux, de plusieurs étages, ce sont des concepts mathématiques qui sont à l'origine de l'intelligence artificielle. Même ChatGPT qui semble, intelligent, avec lequel, eh bien, on peut, discuter, dialoguer, eh bien, en fait, il se base sur des concepts, il va associer un concept avec un mot et en fait, il va calculer le lien entre, le concept, la distance entre le concept et le mot et après il va faire des décisions et c'est pour ça d'ailleurs que des fois ChatGPT, alors de moins en moins, mais que ChatGPT peut avoir des comportements un peu bizarres sur des concepts similaires. Il va Mmh. comparer, un chat, et un, crocodile. On va dire que c'est des carnivores. Il va comprendre que, une plante verte, je sais pas, des hortensias qui est une fleur et un chat, c'est pas le même catégorie de personnes et en fait, c'est des machines qui ont été entraînées pour pouvoir comprendre, labelliser les choses et ça, c'est pas de l'intelligence et la chose qui est un peu perturbante, c'est que, on pensait que pour pouvoir parler, dialoguer, bah, il fallait être intelligent. En fait, il s'avère que c'est des concepts que nous-mêmes on a appris et c'est pas ça l'intelligence en vérité. Mais je reviens à la question centrale. Là, je pense que je Oui, je voilà, m'écarte. c'est ça. On revient dessus. Excuse-moi. Mais tout ça pour dire que sur les métiers, l'impact sur les métiers, c'est que les intelligences artificielles, ce sont des outils. Dans le monde de la tech dure, on utilise les IA comme outils supplémentaires tels qu'une calculette, tel qu'un ordinateur, d'accord? Et en fait, le danger, parce qu'il y en a un, c'est que les métiers vont pas se faire enfin, les humains vont pas se faire remplacer par les IA. En fait, ce sont les humains qui utilisent les IA qui vont remplacer les humains qui vont avoir peur de l'IA et qui vont le rejeter à se dire: «Je veux surtout pas m'y intéresser parce que c'est un danger pour moi». C'est ça Mmh. le point, finalement, sur l'impact de l'IA sur le monde du digital. Donc moi, mon gros conseil, c'est intéressez-vous, Ouais. identifiez quelles sont les évolutions que ça impacte sur chaque métier, d'accord? Sur, les métiers de développeurs et bien, par exemple, il faut s'intéresser à GitHub Copilot, qui est un outil qui permet de,
mettre de la documentation en plus dans son code. C'est quelque chose de très important que les développeurs ne font pas trop et que pourtant qui est très importante et ben, avec ces outils-là, on va pouvoir augmenter notre manière de travailler. C'est vraiment cette idée-là. Ouais. En fait, c'est aussi nous en tant que minorité, c'est très important aussi de s'en intéresser parce que déjà quand vous tapez Google, quand dans Google vous tapez certains mots, vous verrez les images que ça donne. Et l'IA, ça va être la même chose. Donc, il est important aussi de notre côté de s'intéresser par rapport à la représentation des minorités dans l'IA. C'est très important aussi qu'on s'y intéresse et qu'on ait des personnes en fait qui soient les garde-fous en fait de l'IA. Donc, il y a tout un cadre aussi législatif qui est mis en place par rapport à ça. Là, je parle un Non, peu de mon expertise aussi légale. Là, récemment, moi, je suis consultante Workday. Récemment, aux États-Unis, Workday, donc c'est un logiciel SIRH, donc de la RH. Et donc, en fait, ce que j'ai récemment entendu, c'est qu'il y avait une personne aux États-Unis qui a porté plainte contre Workday parce qu'en fait, il a candidaté dans plusieurs entreprises qui utilisent Workday et en fait, à chaque fois, il a jamais passé le ouais, premier top. stade parce que en fait, c'était l'IA qui contrôlait le recrutement. Voilà. Donc c'est important. Je sais que par exemple en Europe, c'est moins utilisé, mais aux États-Unis, je pense que bon, voilà, de moins en moins ils utilisent. On fait appel à des personnes. Tout est vraiment très digitalisé. Donc c'est un des problèmes aussi de l'IA. Et on verra l'évolution, ce que ça va donner. Ouais. Mais je pense que déjà en Europe, c'est beaucoup plus contrôlé au niveau Mmh. de la législation Ouais, par rapport à l'IA. tout à fait. Donc Alors, je trouve que ouais, c'est hyper intéressant ton retour et tu mets le doigt sur 2 points. Le premier, c'est les biais algorithmiques, qui est le résultat, de ce genre de défaut exactement. et que c'est important en effet de porter plainte contre cela parce que si, les intelligences artificielles, perpétuent des inégalités et en plus, pire, les agrandit parce que c'est Les des outils qu'on va discriminations, déployer voilà, au exactement. niveau du monde entier, il y a un vrai enjeu. Donc premier Il y a point, en effet, vraiment mmh, la contre-attaque contre les biais, c'est qu'il faut une vraie diversité dans les équipes, techniques parce que mmh, en effet, quand on regarde les stats en termes d'origine, de genre, en termes de milieu social, en termes origine, ethnique, eh bien, il n'y a absolument pas assez de diversité dans ces métiers-là. Et donc ce qui fait que c'est un vrai enjeu, pour, les minorités, de tout type, de s'intéresser à l'intelligence artificielle, que ce soit en termes d'outils, ou que ce soit en termes d'évolution de carrière ou orientation. C'est très important parce qu'en fait, c'est au cœur de nos sociétés et ça a des impacts assez forts déjà sur le recrutement et l'affaire que tu me décris, on peut en trouver, moi je peux en trouver, 3-4, une dizaine. C'était il y a, plutôt 8 ou 10 ans. Je crois que c'était, Amazon qui avait justement un outil, qui était, raciste et sexiste et qui, rejetait toutes les candidatures, de femmes parce qu'en fait, c'était entraîné sur des datas où il y avait une majorité d'hommes parce qu'à une époque et ben, il y a eu toute une phase où c'était que des hommes qui étaient, dans ces métiers-là et ce qui fait que ouais. l'IA est en incapacité de se dire: «Eh bien, il y a d'autres types de données qui peuvent rentrer» parce que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, elle reproduit. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais, Donc en elle effet reproduit. C'est exactement ça, c'est ce que justement je disais parce qu'en fait, les données qui sont entrées, c'est l'humain qui rentre, les données. Donc ça va exactement. vraiment voilà, ça dépend de qui entre les données. Donc c'est important aussi d'être aussi, à la base, au début en fait De la d'entrer des données construction et cetera. de ces Voilà, de la exactement. construction. Et l'autre Exactement, et exactement. l'autre point que tu mentionnais, c'était que, on utilise donc de plus en plus d'IA aux États-Unis, plus qu'en Europe et ce qui fait qu'il y a un petit décalage par rapport à entre guillemets, entre l'usage de ces outils, mais on pourrait se dire que dans l'avenir, eh bien, on va peut-être, on ne sait pas parce que c'est aussi une question culturelle, de plus en plus les utiliser, mais on sait que les entreprises, elles sont intéressées par ces sujets-là et en fait, on est en train de parler aussi de la disparition de certains métiers et ce que moi j'aime bien aussi, il y a vraiment des métiers qui vont disparaître, des compétences aussi,
qui vont disparaître ou qui seront, par exemple, pour j'aime beaucoup faire des parallèles pour ça. C'est par exemple, à une époque, alors moi j'ai pas connu, mais il y avait quelqu'un dans les bureaux qui passait avec un chariot pour récupérer, les courriers, les lettres et en fait, c'était lui qui rem enfin, il a été remplacé par l'email, la boîte email. C'est-à-dire Mmh, qu'on communiquait entre services, au sein d'une entreprise, entre entreprises et c'était une personne qui passait de bureau en bureau. Aujourd'hui, il y a plus cette personne-là. mmh, Ça a été remplacé. En fait, les métiers se déplacent. Par contre, des personnes qui vont travailler, dans l'informatique, dans l'intelligence artificielle, la création, d'images ou d'expériences, sur les boîtes email et bah, c'est des nouveaux métiers qui ont émergé par l'arrivée de cela et surtout, ça se déplace sur des tâches, laborieuses qui ne demandent pas, les meilleures qualités humaines. Donc le danger, c'est pour, les métiers qui sont un peu, quand j'ai perdu le terme, mais qui sont répétitifs et dans lesquels il y a répétitif, exactement. qui n'ont pas de valeur ajoutée et ça, Ouais. c'est très important. Un métier très concret, dans le monde, de la tech que je peux nommer, c'est le métier d'intégrateur web qui est en disparition. Là où il y a, 10 ans, c'était quelque chose qu'on recherchait pas mal, c'est quelqu'un qui va, prendre des images et des textes et qui va le mettre à l'intérieur du site internet. Il va faire Mmh, que ça. C'est pas un développeur, c'est pas un graphiste, il est un petit peu entre les 2. C'est pas vraiment voilà, c'est vraiment cette partie-là. Ce métier, il est en train de disparaître parce que il a été remplacé par le métier de développeur front qui va faire ça, mais avec des outils un peu plus avancés, d'accord? mmh, Et aussi aujourd'hui avec les outils no code et ben, on va pouvoir construire un site de manière très simple, même sans avoir des compétences tech. Ce qui fait que le métier d'intégrateur web, qui est un métier qui était vraiment comme si c'était juste une partie de compétences, eh bien, il disparaît. Donc c'est ça les mmh, mouvements qui se passent par rapport, à l'évolution des métiers de manière générale et aussi à l'évolution et l'arrivée de la révolution, de l'IA. mmh, ouais. Donc ça, c'est un point à prendre, en compte quand demain vous allez décider, du métier que vous voulez choisir, dans lequel vous voulez vous reconvertir. Donc c'est très, très important à prendre en compte. Donc maintenant, Amédi, moi je voudrais qu'on discute un peu plus de ton expérience, du programme que tu as mis en place, comment tu accompagnes les gens. Donc pour moi, c'est, quels sont les conseils que tu donnerais, à des personnes en fait qui veulent se reconvertir, dans la tech? Et pour toi, quels sont les éléments à prendre en compte pour bien choisir, son métier de reconversion? Et aussi, on sait qu'il y a des métiers en tension, justement dans la tech. Donc quels sont les métiers, toi, que tu penses, qui sont en tension et qui demandent où il y a beaucoup de demandes? Donc ça aussi, je pense que c'est important aussi, de savoir. Je pense que dans notre, audience, les gens aimeraient savoir les métiers dans lesquels peut-être s'ils n'ont pas vraiment d'idée et se dire: «Oh, ce métier il est en tension, peut-être que ça pourrait me correspondre». Et aussi, on va parler, il y a quand on a préparé le live, je me souviens qu'on a parlé aussi des compétences qui sont transférables. On a parlé de ça. Donc je pense que ça aussi un point à prendre en c'est un point important et la région où on habite. Parce que ça m'a un peu, étonnée, mais après j'ai trouvé que c'était très pertinent effectivement. Donc je te laisse la main. Je sais que j'ai mis j'ai mis pas mal de points dans tout ça, mais j'espère que tu vas pouvoir, vraiment résumer le tout et OK, nous donner quelques points bien précis, hein. OK. Bon, il est fort possible qu'il y ait des parties que je passe, que j'oublie. Donc n'hésite pas à me dire après coup, qu'il y a peut-être cet angle-là que j'ai pas abordé. OK? Alors, je vais commencer par ce que tu as commencé. Tu m'as demandé de commencer par, mon, parcours, ce que j'ai construit et après il y a la partie métier et on va continuer comme ça. Comme je le disais plus tôt, donc moi je viens donc du monde de la tech. J'ai grandi dans un milieu, très, très modeste, avec une histoire familiale très compliquée, voilà. Et en fait, dans le milieu où j'ai grandi, et de ce que je voyais autour de moi, je me disais: «C'est très important que, je trouve, un travail, un métier dans lequel je ne ferai pas face à des problématiques de chômage». Voilà, parce que je voyais tout l'impact que ça pouvait avoir autour de moi et c'était quelque chose que, très, très, très jeune, je pouvais prendre conscience tellement que c'était, assez avancé. Heu
j'étais très, 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 mauvaise à l'école en primaire parce que, probablement pour plein de raisons. Mais voilà, je suis passée à côté de la primaire et d'ailleurs je fais encore, beaucoup trop de fautes d'orthographe parce que c'est souvent à la primaire qu'on apprend, pas mal, tout ce qui est grammaire et orthographe, et en fait en 6e, j'ai eu une sorte de réveil. Je me suis dit, «J'ai envie de faire, plaisir à ma mère, et je veux qu'elle soit fière de moi». Je m'étais dit ça et je me suis dit: «Bon, Amédi, comment tu vas faire? Il faut qu'à l'école tu sois forte». Et il y avait que les maths où ça pouvait passer parce qu'à partir de la 6e, eh bien, même si, tu as pas très beaucoup travaillé sur, cette thématique en primaire, en tout cas à mon époque, c'était pas trop grave, c'est un peu comme si je partais de zéro. Et je me suis mise à fond et j'ai commencé à avoir des bonnes notes. Et donc ça a été le début de: «OK, cette matière-là, c'est quelque chose, qui marche bien avec mon cerveau et mon fonctionnement». En 3e, j'ai annoncé à mon conseiller d'orientation que je voulais être donc informaticienne psychologue. Ça n'avait pas de sens. Je me suis fait engueuler. Il m'a dit qu'il fallait que je choisisse. J'étais pas trop contente, mais j'ai écouté l'adulte qui était en face de moi. Je me suis dit: «OK». Donc je suis pas très forte en français, je fais trop de fautes d'orthographe. Mes copines disent que j'écoute bien, que je donne des bons conseils. Je vais choisir l'informatique parce que j'ai l'impression que ça va être un domaine où on cherchera toujours des personnes. Il y avait un vieil ordinateur dans la chambre de mon frère auquel j'avais pas accès. On n'avait pas internet, mais je trouvais ça incroyable quand des fois il appuyait dessus et que ça fonctionnait. Je me suis dit: «Ah ouais, quand même, j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne». C'est vraiment ça le démarrage pour moi avec l'informatique. Donc je continue mes études, je vais, en bac S et en fait, à la fin du bac, je dis à mes amis que je vais aller en fac d'informatique. Là, ils éclatent tous de rire, ils me disent: «Mais je comprends pas Mehdi, ce que tu vas faire là-bas, tu ne sais même pas allumer un ordinateur». Ils avaient pas tort parce que, voilà, je j'avais pas trop accès à cette machine. Mais par contre, j'avais toujours mon objectif de me dire: «Informatique, travail». Je vais en fac, ça a été une très, très grosse claque parce que j'étais vraiment pas du tout une geek, pas du tout, voilà, j'ai eu du mal à intégrer un petit peu les concepts, et je me suis pris une première claque et je me suis dit: «Non, c'est pas possible, je peux pas rater, mon objectif, professionnel, de vie». Et là, j'ai commencé à changer complètement de méthode. J'étais voilà, de 8 heures à 22 heures à la fac, dans les salles machines à travailler parce que là-bas, il y avait les ordinateurs et internet. Je passais tout mon temps chez ma grande sœur qui habitait à une ville de moi. Chez elle, il y avait internet et un ordinateur qui fonctionnait et donc en fait, je switchais tout le temps comme ça. Et là, j'ai commencé à avoir mes premières notes et j'ai eu un alors moi, dans mon parcours, j'ai un parcours classique donc licence, DUT, donc bac+2, bac+3, bac+5, informatique. Donc j'ai fait, voilà, pendant plus de 5 ans, d'informatique et en fait, dès les premières années, on apprend tout. C'est-à-dire, le réseau, la base de données, le développement, voilà, vraiment, 100 le binaire pour vous dire, l'assembleur, vraiment les trucs très, 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 deep. On apprend 100 d'informatique et en fait, il s'avère que pour le développement, j'ai eu un coup de cœur. J'avais des super notes, c'était le langage Java pour ceux qui connaissent, pour lequel enfin, c'était mon langage préféré. C'est d'ailleurs, c'est un toujours il fait partie de mes langages encore préférés aujourd'hui et quand j'ai fait mon stage à la fin de mes 2 premières années, j'ai fait un stage dans une entreprise, chez qui ça s'est super bien passé, même si au début j'avais beaucoup, beaucoup de peur. J'étais pas sûre de réussir et en fait, j'ai dépassé mes croyances, l'impression que j'étais nulle et que j'arrivais pas à travailler et en fait, je l'ai dépassé et c'est comme ça que, je me suis dit: «Toute ma vie, je serai développeuse». Ce L'informatique fera toujours partie de ma vie et j'ai poursuivi, mes études jusqu'à mon bac+5, en alternance. Et donc là, j'ai travaillé pour plein de boîtes différentes. J'ai travaillé dans le public, j'ai travaillé dans le privé, j'ai travaillé pour La Poste, pour l'INSERM, en tant que développeuse web d'abord. Donc, à la base, j'avais une forte expertise en développement, HTML, CSS, JavaScript. Et en fait, à la fin de mes études, j'ai eu l'opportunité de devenir développeuse mobile Android. Pourquoi? Parce qu'on pouvait coder en Java, c'était mon langage préféré et je me voyais pas, faire ma carrière sans faire mon langage préféré. Ça, c'est quand j'ai travaillé chez La Poste, chez qui ça se passait super bien et mon responsable m'a fait confiance pour, avoir une équipe et en fait, c'est là que j'ai créé mon projet 1 projet et premières applications mobiles et ensuite, après mes études, j'ai poursuivi, j'ai rejoint une boîte de consultants informatiques, qu'on appelait SS2I aujourd'hui, ce sont des ESN
dans lesquels, eh ben, on recrute, des centaines et des centaines d'informaticiens qu'on place en entreprise un peu partout. Cette boîte, elle s'appelait SOAT et là, j'ai travaillé dans plein de boîtes différentes. Donc et au total, dans ma carrière, j'ai travaillé dans une dizaine de boîtes différentes, Michelin, RATP, SNCF, également pour des startups et donc j'étais développeuse mobile Android. Je travaillais principalement sur, des applications où l'algorithmie était très importante. C'était, une de mes matières préférées. L'architecture logicielle, ça fait partie de mes matières préférées et il y a 5 ans. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te demander parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, donc on OK. va un peu, accélérer. Donc ouais, qu'est-ce qui a fait que en fait, tu as monté ta boîte, tu as décidé d'accompagner, des personnes, dans la reconversion, et le programme que tu as mis en place et cetera. Donc si tu peux nous en dire plus aussi, à ce niveau-là? OK. Donc il y a 5 ans, j'ai eu envie, bah, d'utiliser mon expertise et ma connaissance de ce secteur pour, un projet, qui avait encore plus de sens pour moi. Pas juste dans la partie évolution technique parce que voilà, je m'étais éclatée, ça se passait super bien et c'est surtout que j'avais observé autour de moi qu'il y avait des personnes qui, avaient tenté d'aller dans le monde, du digital et de la tech, notamment des personnes assez proches de moi et en fait, avec mes compétences de développeuse, bah, je savais coder, mais par contre je ne savais pas, orienter les gens, heu, vers les bonnes passerelles, vers les bonnes formations, vers la bonne méthodologie alors qu'on a, 3, 5, 10, 15 ans d'expérience. Parce qu'en fait, finalement, quand on se lance dans la reconversion, il y a plusieurs problématiques auxquelles il faut faire face. C'est pas qu'une question de compétences, c'est aussi, de trouver la bonne formation, mais avant ça, il faut trouver le bon métier. Donc, je pense que vous voyez, le lien avec, toute ma présentation et en fait, donc ça fait 5 ans que, je creuse, toutes les problématiques autour de ce sujet parce qu'en fait, à la base, c'était pour aider justement ses proches, et quand j'ai justement réussi à aider, notamment 2 amis, un qui était, un qui était postier. Il était devenu postier en fait, il avait fait ses études, de chimie et finalement, il n'avait pas trouvé de débouché dans ces métiers-là. Donc il était postier, et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à solidifier, mon offre et mon entreprise et en fait, grâce notamment à mes conseils, eh bien, il s'est reconverti et réussi sa reconversion pour devenir data analyst. Donc c'est un ingénieur IA aujourd'hui avec une formation, il a fait 2 formations, une première formation de développeur puis une formation de data analyst et aujourd'hui, il est en train de se faire recruter dans une très, 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 très grosse boîte, après sa reconversion et un autre ami qui était, il travaillait en tant à l'accueil dans les musées et aujourd'hui il est devenu développeur. Donc voilà, ça a été un petit peu la genèse, de Draw My Future, c'est l'entreprise que j'ai créée et donc mon objectif, c'est accompagner les professionnels qui switchent de domaine pour aller dans le secteur du digital et on commence par identifier le métier le plus aligné à eux, et on construit tout le projet professionnel, formation, acquisition des compétences, stratégie d'insertion professionnelle jusqu'à obtenir son premier job dans le secteur du digital. Voilà, donc en fait, ce qui est important, c'est que tu fais un accompagnement 360°. Donc c'est pas que seulement, dire: «Bon, bah, voilà, tu vas dans ce métier-là». C'est, identifier, avoir des one to one avec la personne pour identifier ses skills qui sont transférables, les skills qu'il a ou qu'il n'a pas, les métiers qui pourraient l'intéresser et ensuite tu vas creuser petit à petit pour vraiment, t'assurer que c'est le métier qui correspond. Aussi, tu travailles aussi sur, avec d'autres personnes parce que tu as aussi, ce qu'on appelle et je pense que tous on l'a eu, le syndrome de l'imposteur. Des fois, on n'est pas voilà, on n'est pas sûr qu'on puisse faire ça, on n'est pas sûr qu'on ait les compétences pour le faire et cetera et tu travailles aussi avec, des psychologues, tu as plein de gens autour de toi qui accompagnent aussi ces personnes. Donc tu t'es, comment dire ça? Tu Entourée, t'es, en entouré, entourée, voilà, tout c'est à le fait. terme que je cherchais, entouré d'autres personnes, pour pouvoir, accompagner, ces personnes-là qui te sollicitent. Moi, j'ai une autre question, c'est tu m'as parlé d'une personne qui était dans le domaine maritime, justement, que tu as accompagné, c'est un de tes clients. Donc, est-ce que tu pourrais, parler un peu plus de cette Tout à personne? fait, Parce que je trouve que c'était un excellent exemple. tout à fait. Donc en fait, cette personne, on fi on je finis par l'avoir au téléphone, on échange et en fait, cette personne, elle était, donc elle avait fini ses études, elle travaillait depuis, quelques années et donc elle était de Marseille, donc elle était dans le domaine, maritime
et en fait, on échange et on creuse ensemble et on identifie, j'identifie en tout cas un potentiel, dans le monde d'aller dans le digital. Au-delà du potentiel, cette personne avait une envie, lointaine depuis des années, heu, avait envie d'aller dans ce secteur mais n'osait pas y aller et se disait: «Je suis pas sûr que ce soit fait pour moi». Et en fait, je lui ai proposé de l'accompagner pour évaluer justement, à quel point ce serait pertinent de se lancer, dans le monde du digital. Il a accepté, on a décidé de travailler ensemble, donc ça a pris la forme de plusieurs rendez-vous sur, plusieurs semaines. C'est chaque accompagnement que je fais est très, personnalisé. Donc, pour lui, on a commencé justement sur la partie exploration des métiers du digital. On a ciblé ceux qui pourraient correspondre le plus à ces compétences transférables qu'il possédait déjà. Parce qu'une reconversion, en tout cas pour moi, en tout cas c'est de la manière dont c'est ma méthode, c'est que je vais aller identifier les métiers dans lesquels vous partez pas de zéro. C'est vraiment ça la chose qui est importante. Le digital, c'est plein de enfin, il y a un certain nombre de compétences qui sont déjà présentes dans d'autres domaines, mais dans lesquels on va rajouter la couche digitale, et c'est ça qui fait sa richesse aussi, d'accord? Donc c'est ça qu'on a fait avec, ce client, et en fait, une fois qu'on a identifié le métier, pour lui, il venait du monde maritime et en fait, il était ship manager, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui travaillait dans les bateaux et qui devait, organiser, je crois les parcours de bateaux. Il devait, gérer, toute une logistique à l'intérieur. Donc, je peux vous dire que je connaissais même pas l'existence de ce métier-là. Mais en fait, dans la démarche de ma méthode, c'est très important de comprendre le quotidien et les compétences développées. Donc moi, je vais aller creuser au travers de questionnaires bien précis, avec les outils que j'ai développés moi-même en interne, et ben, je vais aller creuser toutes ces compétences et appétences. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je fais le lien, le match avec les compétences dans le digital. Il s'avère que pour ce client-là, on a identifié que la logique qu'il avait développée pour son métier en tant que ship manager, c'est le même type de logique qu'on a besoin pour tout ce qui est algorithmie dans le métier de développeur. Donc on a identifié ça ensemble et pour valider son projet professionnel, on a fait plusieurs rendez-vous, d'acculturation et d'initiation à ce métier, d'accord? Avec un coach, et en fait, lors de cette, initiation, et bien cette personne s'est avérée avoir une facilité, mais incroyable pour le métier de développeur, tellement que c'était assez fort, il n'arrivait même pas à percevoir que c'était au-delà de la normalité. Alors moi, je connais très bien, hein, je forme depuis 5 ans, j'ai dû avoir, une cinquantaine de promos différentes, je vous laisse compter le nombre de personnes, des promos de 10 à, 50 personnes, donc voilà, j'ai vu du monde, notamment sur les compétences tech. Il avait une véritable facilité et en fait, il s'avère qu'il a fait une première formation en tant que développeur, puis une deuxième, et d'ailleurs dans la deuxième formation, il a rejoint, Epitech, j'en parlais un peu plus tôt, pour pouvoir finaliser, ses compétences et avant pour aller sur le marché en tant que développeur. Donc ouais, voilà, j'ai trouvé que c'était un exemple, très pertinent dans le sens où voilà, tu creuses vraiment, tu vas vraiment dans les détails pour comprendre en fait, les métiers, le métier déjà que la personne fait pour voir s'il y a des skills, des compétences qui sont transférables. Donc on part jamais de rien en fait, et c'est ce que je dis aux gens, c'est qu'on part jamais de rien. On a toujours, des compétences, des facilités dans certaines, dans certains domaines. En fait, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir vraiment identifier le métier qui nous correspond le plus. Donc, je pense que là, on a fait vraiment le tour. On va vraiment passer aux questions parce que on a fait déjà un peu plus d'1 heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en avais vu déjà quelques-unes. Par exemple, Fahad. Alors, je suis en reconversion, mais j'ai l'impression que personne ne veut recruter les juniors, mais en même temps, on parle de pénurie, donc ça risque de décourager. Est-ce qu'il y a des apprenticeships où les entreprises forment et emploient? Donc ça, c'est une des questions. Donc, Amélie, je te laisse y répondre. Oui, donc oui, c'est vrai que les entreprises sont extrêmement exigeantes. Dans beaucoup de cas, elles recherchent des seniors, des personnes avec, un certain nombre d'expériences. C'est un peu quelque chose qui est un peu pas très logique parce qu'en fait, si on laisse pas la chance aux juniors, on n'a pas de chance, qu'ils deviennent, middle ou senior. Donc on est d'accord que ça n'a pas de beaucoup de sens. Mais les entreprises s'inquiètent et ont des objectifs, et elles ne réfléchissent pas trop en fait au marché de l'emploi en tant que tel. Donc la première question que je poserais à la personne si elle est en face de moi, c'était, heu
voilà, comment elle arrive à cibler les offres qui correspondent à son profil. Ça, c'est très important. Parce que, ça semble peut-être un peu bizarre, mais, pour pouvoir identifier les bonnes offres qui correspondent à son niveau de profil, eh bien, des fois, l'entreprise, elle va pas forcément le dire explicitement. Mais par exemple, une entreprise qui dit qu'elle a besoin d'une personne avec 50 compétences, mais qui paye, en dessous du marché, de comment on paye un junior, c'est quelqu'un qui cherche un junior, pas un senior. Donc on peut identifier, les opportunités qui correspondent à son profil de cette manière-là. Donc ça, c'est une manière, de le faire. Ensuite, même si c'est des personnes qui demandent un certain nombre de niveaux, on peut essayer quand même de postuler. Par contre, si vous postulez avec, un CV où on ne voit pas vos compétences, un CV qui met pas en avant vos forces, un CV où vous ne prouvez pas vos compétences, surtout quand on est en reconversion. Ça, c'est très important parce que les entreprises, elles connaissent pas très bien les reconvertis. On peut pas juste mettre une école et son ancienne carrière. Ça, vous allez être recruté nulle part. Ça, je vous le dis. En fait, déjà si c'est je ne sais pas c'est quel métier, la personne a précisé si c'était métier de Non, est-ce que tu veux préciser, je vais partir sur avec l'exemple de développeur, mais ça pourrait être un autre métier. oui, Si c'est Farhad, est-ce que tu peux préciser? si par exemple c'était le métier de développeur, il faudrait absolument et on peut l'appliquer aux autres métiers, il faut absolument, par exemple, avoir un GitHub, c'est-à-dire un site, un espace où on va mettre des codes sources pour montrer à l'entreprise que très concrètement, je sais faire un certain nombre de fonctionnalités dès le jour 1. Parce qu'en fait, quand on Mmh, voit quelqu'un avec un CV un peu léger ou qu'on ne voit pas la partie tech, eh bien l'entreprise elle a du mal à se projeter. Et là, vous allez ouais, me dire: «Mais je suis junior, comment tu mmh, veux que je montre, l'étendue de mes compétences?» Eh bien là, c'est tout un art. Il faut mettre en avant les exercices, les projets, faire soi-même des projets, pouvoir aller chercher ça. Et après ouais, la partie pour le junior, il faut vraiment mettre une démarche entière. Je pourrais en parler encore pendant 1 heure. C'est tout un sujet en tout cas par rapport à ça. Il ouais. faut être Donc non, stratégique. voilà, c'était le métier de business analyst. Business analyst? OK. Ouais, Donc, ouais, pour business analyst, je dirais qu'il faut savoir vraiment, mettre en avant, peut-être dans votre précédente carrière, les choses qui font écho avec le métier de ouais, business analyst aujourd'hui. Si vous le faites voilà, pas, c'est ça. c'est impossible que l'entreprise arrive à se projeter. En fait, il Ouais, faut vraiment vous vous dites: «L'entreprise, elle va pas faire l'effort de creuser votre profil en se disant: "Ah OK, c'est bon, il a la formation"». Non, 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 non. Il faut vraiment que ouais, vous décortiquiez votre CV. ouais, Moi, c'est comme ça que j'accompagne mes clients et c'est comme ça mmh, qu'elles arrivent à s'intégrer dans le milieu ouais, du digital. exactement. Bah, moi, je vais donner mon exemple type, hein. Moi, j'ai vraiment un profil atypique, hein, et moi, je suis chef de projet, SIRH, et je travaille, voilà, sur le logiciel Workday. Donc en fait, je suis c'est moi qui fais le lien entre les personnes de la tech et les personnes qui sont, expertes dans un domaine de la RH. Donc c'est ce que je fais. Alors là, moi, la différence, c'est que, bah, j'ai eu d'autres métiers, on va dire, avant. J'étais RH, j'étais business partner, et bah, je suis juriste aussi. Et donc en fait, bah, quand j'étais RH, j'ai fait beaucoup de projets, d'implémentation de logiciels. J'ai aidé en fait, ben, par exemple, si on a implémenté un logiciel de paye, ben, j'ai aidé la personne, voilà, pour, faire l'implémentation et cetera. C'est pas moi qui le faisais directement puisque la spécialiste de la paye était là. J'ai aussi fait, par exemple, l'implémentation aussi du time and absence, donc la voilà, le temps et cetera, qu'on appelle GTA, c'est ça? La GTA, et cetera. Donc en fait, quand, bah, en fait, j'ai eu l'opportunité justement de changer, de faire, moi la passerelle, et comme je suis RH, en fait, moi j'ai réussi à revoir mes compétences, en fait, tout simplement, et j'ai réussi à mettre en avant ce que j'avais fait dans mes projets, ben, dans lesquels je travaillais, et j'ai mis plus en arrière, on va dire, ma compétence RH, et sur mon CV, j'ai mis un peu plus mes compétences qui était en lien avec tout ce qui était organisation, chef de projet, implémentation, et cetera. Donc voilà, pour vous donner, et c'est ce que Amédi a très bien expliqué, mon exemple type, c'est comme ça que ça m'a permis en fait de transitionner facilement. Donc maintenant, je mets un peu plus en retrait mes expériences RH, mais c'est important aussi parce que je travaille toujours dans la SIRH, et moi je suis une experte en RH, donc tout ce qui est fonctionnel, mais en même temps, le fait que je sois juriste, donc vous voyez un peu les juristes, c'est très organisé, très voilà, carré. Ben, en fait, ça m'a aidé. C'est quelque chose que j'ai réussi à mettre en avant et qui a aussi fait en sorte que, bah, voilà, maintenant, je suis devenue chef de projet.
Vous voyez? Donc il faut vraiment faire un effort sur, les expériences qu'on a eues, creuser un peu plus en détail, pour pouvoir, voir les skills, les compétences, qui sont transférables. Donc c'est important de tout le temps revenir sur ces expériences et de vraiment creuser en détail, même quelque chose d'insignifiant, en fait, c'est peut-être ça qui va faire que, qui fera la différence, en fait, pour vos prochains métiers. Tout Donc à fait. voilà. Alors, donc il y a une autre question. Quand on a des compétences, transférables, comment évoquer que l'on a suivi des formations? Est-ce qu'il est nécessaire de passer par un stage? Car il semble difficile de se positionner sur le marché. Elle a mis CDI et de valoriser ses compétences. Alors, en effet, alors encore une fois, je poserai toujours la question du métier parce que selon, le type de Oui, métier, on peut aussi avoir des Célestine, est-ce que, tu peux nous donner le nom du métier? mais de manière générale, Ouais, de manière dans le ouais. milieu du digital et donc et aussi de la tech, ce que je recommande systématiquement et c'est la manière dont moi j'accompagne mes clients, c'est, il faut absolument faire un premier stage, parce qu'en fait, les entreprises, encore une fois, elles ont besoin d'être rassurées par les profils. Rassurées par les profils, c'est pas juste, qu'on lui dise: «Ça va bien se passer». Non, non, il faut vraiment que ce soit très concret. Ce qui est concret, c'est l'expérience professionnelle ou les preuves de compétences. Quand on veut obtenir un CDI, malheureusement, alors qu'on n'a jamais fait de stage et qu'on n'a jamais travaillé dans le domaine, c'est très enfin, ça va être très compliqué de rentrer parce que c'est la preuve qui marche, qui prime. Donc, je recommande de toujours faire un premier stage, un stage de 1 à 3 mois, ce serait Mmh. idéal, voilà. C'est l'idéal. Minimum 1 mois, Mmh, vraiment. Mais c'est assez léger, mais c'est vraiment le strict minimum et si vous arrivez à faire un stage de 3 mois, c'est parfait. Vous avez une belle porte d'entrée pour le marché de l'emploi. mmh, Une fois que vous avez fait votre stage, soit vous faites 2 stages de 1 mois, ça peut être ça aussi, vous faites un premier stage. Ensuite, il y a la phase d'alternance. D'ailleurs, la personne d'avant avait posé la question si, il y a des parcours d'apprentissage qui existaient. Donc, ouais. faut identifier la bonne formation, d'accord? Pour les métiers du numérique, vous pourriez chercher sur Grande École du Numérique qui propose un certain nombre de moteurs de recherche enfin, un moteur de recherche pour trouver des formations et une fois, fait, avant même l'alternance, il faut avoir fait un stage. Parce que l'alternance, on s'engage sur 1 an. Un CDI, on s'engage sur sans date définie de fin, donc engagement, donc preuve. Le stage, il y a moins d'engagement, c'est pour ça qu'on peut rentrer avec un stage, alors qu'on n'a pas encore d'expérience, mais même pour un stage, il faut prouver qu'on a des compétences, donc pour cela, il faut faire des projets. Il Donc faut refaire voilà, faut faire le des CV. projets, Ouais. faut faire des projets, Mmh, savoir les mettre à endroit pour pouvoir les montrer, faire correctement ce CV, faire un stage, pourquoi pas faire de l'alternance, ça c'est encore mieux si vous pouvez après, des fois pour des situations financières, c'est pas forcément possible et ensuite, passer à la partie en CDI parce que là, vous avez des choses probantes que vous pouvez montrer sur la table pour ces, recruteurs qui cherchent des personnes alors qu'il y a pas assez de personnes. En fait, c'est parce que les métiers sont en tension que en fait, ils vont être en mesure d'étudier des CV où on voit des preuves, même si c'est pas des parcours classiques. Mais pour ça, il faut des preuves probantes. alors, et ce que je disais aussi, c'est que, pour je pensais à quelque chose, hein, je disais par rapport au CDI, il faut pas forcément, tabler tout de suite sur le CDI. Moi, je recommanderais en fait, bah, si on a un CDD, qu'on prenne le CDD quoi, on prend ce qui vient. Moi, je pense que c'est très important déjà d'entrer sur le marché du travail dans un nouveau domaine. Donc ça, c'est très important et le networking, ça j'appuie dessus, hein. C'est très important de faire du networking, de réseauter, d'aller à des événements, de savoir se vendre soi-même. C'est tout aussi un art. C'est, savoir, voilà, je rencontre des gens, comment je peux me mettre en avant sans être lourd, bien sûr, mais comment je peux me mettre en avant? Comment, je peux arriver à, discuter avec des personnes qui pourraient potentiellement, m'aider à trouver un poste. Moi, je crois que c'est très, très important le réseautage. Heu, voilà, par rapport à j'étais à Black Women in Tech, j'ai rencontré, énormément de personnes, en fait. En faisant nos événements, j'ai rencontré, des personnes de tout domaine, de tout secteur, des métiers improbables, de femmes, que j'ai rencontrées et cetera. Donc
Moi, ce que j'insiste vraiment pour que vous fassiez du réseautage. N'ayez pas peur. Je sais que c'est pas facile, mais quand vous allez à des événements, par exemple, si c'est la première fois que vous réseautez, donnez-vous un objectif pour cet événement-là. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est ensuite un second événement, donnez-vous un autre objectif et vous serez de plus en plus à l'aise. Et ensuite, après, vous aurez vraiment une facilité à peut-être discuter avec d'autres personnes dans la salle. Mais la première fois, je sais que c'est pas facile, mais il faut vous donner un objectif quand vous réseautez la première fois. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on a fait plus une heure et quart. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais qu'Amédi, si tu veux, tu partages tes coordonnées, comment on peut te contacter, voilà. Dis-nous un peu tout. Tac, est-ce que j'ai mis, tac. Alors, avant de parler de mes coordonnées et de comment me contacter, là, je vous ai mis un petit QR code qui va vous permettre, d'accéder donc à mon site internet. Donc déjà un endroit pour pouvoir, rentrer en contact avec moi. J'ai une page, contact. Si vous voulez, je propose donc, des rendez-vous offerts de 30 minutes où c'est l'occasion de faire le point sur votre projet de reconversion. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Tout ça, vous allez le trouver sur mon site internet. Mais avant cela, vous allez, j'ai créé du contenu sur les métiers du digital. Je fais ce genre de live, mais j'ai, un ensemble d'articles aussi dans lequel je partage un certain nombre de conseils et aussi un podcast, qui est, hébergé sur Spotify et Deezer, dans lequel j'ai interviewé, des professionnels, de la tech et du digital, une personne en cours de reconversion, une personne qui travaille dans le secteur depuis longtemps et qui partagent leur vision, leurs conseils et leur parcours pour pouvoir apporter un maximum de valeur à ces personnes qui se posent beaucoup de questions. Voilà, je vous invite à aller dessus, ça vous intéresse. Et pour, prendre contact avec moi, je vous ai mis sur, la petite slide mon adresse email personnelle en effet, donc amedy@dromifutures.com. Vous pouvez me contacter directement sur ma boîte email. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet, sur la page contact, ça c'est possible et aussi je suis, principalement active sur LinkedIn, heu, Amédy Cécile pour me retrouver. Donc vous pouvez me suivre, me connecter et on pourrait échanger aussi sur, dans la messagerie LinkedIn si vous préférez. Voilà, comme ça vous avez le choix, pour rentrer en contact avec moi, et je crois que c'est tout, ce que tu m'as Ouais, demandé. de toute manière, ce qu'on fera, c'est que vous allez recevoir, un questionnaire et puis un récap en fait de l'événement, parce qu'en fait, je pense qu'on aimerait bien, faire une série. Je pense que voilà, ça serait intéressant de faire, d'autres séries justement sur, la reconversion, dans la tech, hein, sur d'autres thématiques un peu plus précises. Ça, c'était vraiment une introduction. Et j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu obtenir des informations qui, j'espère, vous aideront dans votre reconversion vers la tech. Et donc voilà. Donc vous allez recevoir un email. N'hésitez pas à répondre au questionnaire. À la fin, on vous demandera ce que vous avez pensé bien sûr du live et si vous avez d'autres thématiques que vous voudrez qu'on mette en place, sur lesquelles on pourra discuter avec Amity, parce qu'on s'est dit que il y avait quand même pas mal de choses à faire et ça serait intéressant de faire une série sur la reconversion dans la tech. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à toi, Amédy. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Et je ne doutais pas, je savais que ça allait être passionnant. Merci J'avais eu beaucoup, déjà en amont une discussion avec toi, donc je savais que ça allait être hyper passionnant. Donc voilà, merci à tous et à toutes. merci à toi. Et à bientôt. Au À revoir. bientôt, merci beaucoup.